Alors, qui veut jouer le quinquagénaire adultère qui couche avec une femme ayant l'âge de sa fille? Ok. Alors, on a ensuite la veuve qui se rencontre après le décès de son mari, que sa vie était absolument merdique et qui essaye de se reconstruire. C'est pour toi. Ok. Le trentenaire en phase de divorce qui essaie de se rapprocher de ses enfants, tu m'as dit que de toute façon c'était pour toi. Hein. Et enfin, il nous reste la jeune étudiante parisienne qui est attirée par un homme ténébreux et sûrement dangereux pour elle. Bon, pour toi. Hein. Bien. Donc, vous êtes réunis pour le déjeuner dominical chez votre mère ou grand-mère. Celle-ci commence à aborder le sujet de la politique. Faites-moi un jet d'initiative. Bonjour à tous les rôlistes, c'est Poulpi, j'ai beaucoup trop chaud, mais je vais quand même vous parler d'un jeu de rôle dans lequel on incarne des immortels qui se décapitent à grands coups d'épée. Ouais, effectivement, il y a un peu de ça. Trinité est un jeu de rôle français édité par la société Les 12 Singes, qui a eu droit à une première édition en 2006 et une seconde en 2014. Les deux éditions sont extrêmement proches, donc je reviendrai en fin de vidéo sur les quelques différences entre les deux. Mais il parle de quoi ce jeu? Eh bien, en schématisant vraiment grossièrement, comme je l'ai dit dans l'introduction, il s'agit de jouer des immortels armés d'épées magiques et de pouvoirs surnaturels qui vont chercher à combattre leur pendant maléfique afin d'empêcher la venue d'un âge de ténèbres. Bon, pour rentrer un peu plus dans les détails, c'est quoi une trinité? Comment ça faisait déjà? Au nom du père, du beau-frère, de la tante par alliance? Non, ce n'est pas de ce genre de trinité-là qu'on parle. Pour résumer grossièrement le background, à l'aube des temps était le jardin d'Éden. Celui-ci a été créé par les Éolim, les 12 dieux qui sont à la base de toute création. Et leur création favorite était les êtres humains. Afin de savoir si la nature de l'humain était bonne ou mauvaise, ils ont adjoint à chaque humain vivant dans le jardin d'Éden un esprit de lumière appelé Deva et un esprit de ténèbres appelé Archonte. À la base, ces esprits étaient juste censés être là pour observer les actes des humains. Mais 72 trinités se sont laissées corrompre par leur Archonte et ont provoqué la chute du jardin d'Éden. A la suite d'un certain nombre de péripéties dont je vous passe les détails, ces 72 trinités, responsables de la chute du jardin d'Éden, se retrouvent condamnées à se réincarner pour une période de 99 ans au cours de chaque millénaire. Durant cette période, le jour de leur 33e anniversaire, ils doivent choisir entre le bien et le mal, entre leur Deva et leur Archonte. Ce sont tous ces choix qui, lors du jugement dernier, permettront aux Éolim de déterminer si la Terre doit revenir au bien, à la lumière, ou au mal, aux Archontes. Nous sommes en l'an 2000, à l'aube du jugement dernier. Les 72 trinités se sont donc réincarnées. Et c'est mal barré. En effet, la plupart des trinités ont plus souvent choisi les ténèbres que la lumière au cours de leurs différentes incarnations, et ont donc fusionné avec leur Archonte pour devenir ce qu'on appelle des Archontes rois. Aucune trinité, par contre, n'a choisi plus souvent la lumière que les ténèbres. Mais il existe cependant un cas que les Éolim n'avaient pas prévu. Certaines trinités ont choisi aussi souvent la lumière que les ténèbres. Ils sont donc libres de toute attache et vont pouvoir agir librement. Ce sont ces trinités particulières que les joueurs vont incarner. Armés d'une épée magique nommée l'âme sœur par les épées de feu, des êtres surnaturels liés à la lumière, ils sont donc destinés à combattre les Archontes rois pour avoir une chance peut-être d'empêcher le jugement dernier. Ce background très simple dans le livre de base, vous êtes des gentils avec des épées et vous allez taper sur des méchants, va se complexifier bien évidemment au fur et à mesure des suppléments, donnant un univers très riche qui mélange mythe judéo-chrétien, mythologie d'un peu tous les pays, aussi bien grecque que nordique, chinoise, japonaise, hindoue, etc. On va donc découvrir l'existence de sociétés secrètes humaines qui veulent s'allier ou s'opposer aux trinités, l'existence de fragments du jardin d'Éden qui forment des petits univers parallèles,
l'influence évidemment des éolines qui ne sont pas restées pendant 12 000 ans sans rien faire, et il y a même un clin d'œil à l'œuvre de Howard Philip Lovecraft. Mais la grande force de ce background est sa simplicité. En effet, il est écrit de façon très claire, on ne tombe jamais dans l'ésotérisme obscur. On perd bien sûr en poésie par rapport à d'autres univers, mais on gagne en clarté de jeu. Ici, les secrets ne sont pas l'apanage du meneur de jeu. Ils sont destinés à être découverts par les joueurs et par les personnages à grands coups de révélation dans les différents scénarios de la gamme. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons essayer de capturer la plus puissante et dangereuse des proies. Et vous allez me poser comme question, comment capture-t-on ce type de créature ? Eh bien, en fait, vous allez poser un piège. Par exemple, vous pouvez utiliser ceci. Une feuille de personnage de barbare de Donjons et Dragons. Chut, nous approchons de l'antre de la bête. Désormais, il faut être très prudent. Oh, ça perd les popettes, qu'est-ce que c'est ? Oh, pauvre petite chose. Il s'agit juste d'un couple de 4 faces. Ils sont plutôt rares, mais ils sont complètement inutiles, du moins depuis le massacre des magiciens de premier niveau par des chats en 88. Ah, voilà, regardez ça. Nous avons un couple de parfaits spécimens. Ici, complètement sous la boisson énergétique, nous avons juste à les capturer. Ah là là, ah là là, ah là là. Et oui, le système n'utilise que des dés à 12 faces, ce petit dé mal aimé qui n'est utilisé que par les barbares de Donjons et Dragons. Mais ça, j'y reviens dans un instant. Nous allons donc d'abord parler de ce qui fait le cœur du personnage. Il s'agit de 36 compétences réparties en 12 signes zodiacaux. Par exemple, séduction, empathie et art sont du domaine des Gémeaux, alors que la bagarre, la mêlée et la tactique tombent sous le coup du Bélier. Lors de la création, le joueur va déterminer le thème astral de son personnage. Cela ici n'a rien à voir avec la date de naissance de celui-ci, mais en fait représente les éolines qui l'ont béni dans le jardin d'Éden. Il y aura donc un signe principal qui sera son archétype, 2 signes suivants seront les ascendants et enfin 3 autres seront les descendants. Chaque type de signe, archétype, ascendant et descendant, donne un bonus à toutes les compétences qui appartiennent à ce signe zodiacal. Parallèlement à ça, le personnage a un métier. Celui-ci va déterminer 3 compétences dans lesquelles le personnage est très compétent pour pouvoir faire son métier, et une réserve de points, en général une vingtaine, que le joueur va pouvoir distribuer dans les compétences qu'il veut. C'est en additionnant cette base zodiacale et les points distribués dans le métier qu'on obtient la valeur de la compétence. Pour un personnage débutant, celle-ci va varier entre 0 et 12. Pour savoir si vous réussissez une action, c'est très simple. Vous additionnez votre valeur dans la compétence, la difficulté de l'action, le résultat d'un dé à 12 faces, et si le total est supérieur à 12, bravo, vous avez réussi. Petite variation, quand 2 personnages s'opposent, il faut bien sûr faire supérieur à 12, mais aussi supérieur au score de l'adversaire. C'est bien sûr sur cette base que va tourner les règles du combat. Celles-ci en plus sont extrêmement détaillées puisqu'elles contiennent un nombre d'actions assez important possible pour les personnages qui peuvent non seulement évidemment taper sur leur adversaire, mais aussi chercher à le décourager, chercher au contraire à encourager leur personnage, à analyser le terrain autour d'eux pour chercher à trouver des bonus ou des armes improvisées, et ainsi de suite. De plus, chaque décor va définir des bonus et des malus pour certains types d'actions, ce qui fait qu'en théorie, chaque combat va être vraiment une expérience unique. La nature surnaturelle des personnages va leur apporter quelques avantages supplémentaires. Déjà, les joueurs vont faire tous leurs jets en lançant 2 dés à 12 faces au lieu d'un. L'un sera de couleur claire et va représenter l'influence du Deva, l'autre sera de couleur sombre et représente l'influence de l'Archonte. C'est le joueur qui va choisir le résultat qu'il préfère parmi le dé clair ou le dé obscur. Cela va avoir une importance puisqu'il va contracter dans ce cas-là une dette envers le Deva ou l'Archonte. Dette qui devra être payée en points d'expérience et donc ralentir l'évolution du personnage dans d'autres domaines. De plus, les personnages sont extrêmement difficiles à tuer, mais ça picote quand même.
En effet, à moins d'utiliser des mesures drastiques telles que la décapitation, l'incinération ou dissoudre le corps dans l'acide, un personnage pourra utiliser l'énergie magique, appelée karma, pour se régénérer de n'importe quelle blessure. Le karma, donc cette énergie magique, existe sous deux formes. Vous l'aurez sûrement deviné, clair et obscur, lumière et ténèbres. Le personnage dispose de quelques points, aussi bien dans l'une que dans l'autre. Et ces points de karma vont lui permettre donc de se régénérer, comme je l'ai dit, mais aussi d'alimenter les trois magies auxquelles les trinités ont accès. La première magie est la magie des auras. Celle-ci dépend en fait des éolimes, et donc des signes zodiacaux. Il y a une aura du bélier, une aura du taureau, et ainsi de suite. Ce sont des pouvoirs qui ont l'avantage d'être peu coûteux, d'être quasi permanents, mais qui affectent aussi bien les alliés que les ennemis qui se trouvent en fait dans l'aura déployée. Ainsi, tous ceux qui seront dans l'aura du bélier vont faire un peu plus de dégâts, et tous ceux qui seront dans l'aura du cancer auront beaucoup moins de chances de faire un échec critique. Ensuite, nous avons les versets qui sont liés au Deva et à l'Archonte. Donc il s'agit des sorts les plus variés, puisque c'est là que vous allez retrouver en fait tous les effets qui appartiennent au domaine de la magie dans d'autres jeux, la téléportation, les attaques et défenses magiques, la capacité de voir l'avenir, et ainsi de suite. Quand un personnage apprend un verset, en fait il apprend un couple de versets, toujours un lumineux et un ténébreux. Et ceci représente métaphoriquement en fait les actes des trinités du passé. C'est pour ça que vous allez avoir des versets liés à Alexandre le Grand, à Attila le Hun, ou à la reine Simimaris, à la reine de Saba. La troisième magie, quant à elle, est directement liée à l'épée de feu. Celle-ci, comme j'ai dit, a armé le personnage, lui a remis une épée magique appelée l'âme sœur que la Trinité va pouvoir faire apparaître et disparaître à volonté. Et de plus, il va pouvoir jouer ce qu'on appelle des atouts. Ceux-ci sont des pouvoirs magiques liés directement au combat, et donc il va pouvoir faire enflammer son épée, la rendre intangible de façon à traverser une armure, ou en frappant brutalement le sol avec, faire trembler celui-ci et tomber ses adversaires. De façon globale, le système est simple et rapide à expliquer. La création de personnages ne prend pas des heures, il va juste falloir déterminer le thème astral, choisir un métier, distribuer quelques points, et une demi-douzaine de pouvoirs parmi des listes bien définies. Tout ça est assez rapide, mais ça va quand même vous permettre de bien typer le personnage et de ne pas en avoir deux qui sont totalement identiques. Si le système tourne très bien, il y a quand même deux points qui viennent assombrir le tableau. Déjà, cela manque parfois un petit peu d'exemples. Je connais plusieurs meneurs de jeu qui ont eu par exemple beaucoup de difficultés à appréhender le système d'initiative un peu particulier. Une autre problématique est justement que les combats peuvent parfois être longs et laborieux. Entre toutes les actions possibles, les pouvoirs des personnages et les décors, ça fait beaucoup de variables à gérer. Ensuite, le jeu semble vouloir être dans une certaine lignée pulp à l'Indiana Jones, de découverte de lieux secrets, tout ça, mais aussi de combat contre des hordes d'adversaires. Allez, bam, on vous met 12 adversaires, par exemple 12 sarpédons d'un coup. Et le problème, c'est que le système ne propose pas de gestion globale, en fait, de ces ennemis faibles. Du coup, ces 12 sarpédons, donc pour reprendre l'exemple, vont devoir tous être gérés indépendamment avec leur propre jauge de points de vie et ainsi de suite, alors que beaucoup d'autres jeux proposent des systèmes qui permettent de gérer les groupes d'adversaires comme une seule créature. Et je trouve que ça manque un petit peu. Bon, déjà, je tiens à préciser que pour pouvoir jouer, vous allez avoir besoin du livre des joueurs, bien évidemment, mais aussi du livret qui accompagne l'écran, qui est indispensable en fait pour le meneur de jeu. Je vais maintenant parler des différences entre les deux éditions. Déjà, surtout au niveau de la forme, le livret des joueurs de la première édition se présente sous la forme d'un livre à couverture souple et entièrement en noir et blanc, alors que la seconde édition se retrouve avec une couverture cartonnée et des illustrations couleurs. Mais la vraie différence va se faire au niveau du livret destiné aux meneurs de jeu. Celui de la première édition, appelé les Archons 3, se présente sous cette forme-là, alors que celui de la seconde édition, appelé les Forces de Ténèbres, est quand même beaucoup plus épais. Au niveau du système, les deux éditions sont quasiment identiques. La seconde édition apporte juste quelques éclaircissements sur le système,
Mais sinon, il n'y a aucune différence. Cela permet du coup une entière compatibilité avec les suppléments de la première édition. La vraie différence va se retrouver au niveau du livret du meneur de jeu. Celui-ci contient beaucoup plus d'opposants, d'adversaires en fait pour les joueurs, des archontes-rois mais aussi d'autres menaces. Mais surtout, il contient d'excellents conseils pour savoir monter une enquête occulte et pour écrire du coup un scénario pour Trinité. Livre beaucoup plus joli, système mis à jour et de meilleurs conseils destinés aux meneurs de jeu, cette seconde édition serait absolument parfaite s'il y avait eu quelques choix éditoriaux qui me donnent envie de dire mais. Je m'explique. La première édition prend place en l'an 2000. La seconde édition, elle choisit de se placer en 2006 et de tenir compte de tous les événements qui se sont passés dans les scénarios publiés dans les suppléments de la première édition. Cela est très bien du coup pour les joueurs de la première édition qui attaquent la seconde édition, puisqu'ils vont pouvoir continuer leurs aventures dans la continuité de celle-ci. Ouais, mais en théorie, une seconde édition, c'est aussi censé être une porte d'entrée pour de nouveaux joueurs, pour leur faire découvrir le jeu. Et là-dessus, je trouve que c'est un peu un plantage. En effet, les personnages débutants de la seconde édition sont à peu près au même niveau de puissance que les personnages de la première. Sauf qu'en face, l'opposition qui a sérieusement gonflé. Et du coup, les archontes-rois que les personnages sont destinés à affronter dans les derniers suppléments et dans le livret des forces des ténèbres sont complètement déséquilibrés. À cela s'ajoute le fait que la première édition avait un énorme avantage, celle de proposer plusieurs campagnes gratuites disponibles en téléchargement sur le site de l'éditeur. Ceux-ci ont été retirés lors de la sortie de la seconde édition, les 12 singes disant vous inquiétez pas, ils vont bientôt revenir, on se contente juste de les remettre à niveau en seconde édition. Alors qu'il n'y a pratiquement aucune différence entre les deux niveaux système. Et depuis 2 ans, rien. Et c'est là mon vrai regret, parce que l'une de ces campagnes, entre autres le Codex Da Vinci, était vraiment une excellente porte d'entrée tant pour les joueurs que pour le meneur de jeu à l'univers de Trinité. Et pourtant, je vous recommande cette seconde édition. Tout simplement parce que pour moi, Trinité est actuellement le meilleur jeu occulte contemporain disponible en langue française. Et cette seconde édition en est l'aboutissement. L'univers est riche, le système est plaisant à prendre en main, et en fait il est très simple de pallier aux défauts éditoriaux que j'ai soulignés. Il suffit de placer les événements de cette seconde édition en l'an 2000. Sur le livret des Forces des Ténèbres, vous ne prenez que la hard et vous réduisez la puissance des archontes 3. Et surtout, vous écumez les forums et vous demandez si quelqu'un peut vous fournir le PDF du Codex Da Vinci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ce jeu. Je le recommande chaudement, surtout si vous êtes fan d'Indiana Jones, de Tomb Raider et des films et séries Highlander. Donc sachez que je vais faire une deuxième vidéo dans laquelle je vais parler en fait des suppléments de la gamme, pour vous dire un petit peu ceux qui sont pour moi indispensables pour bien exploiter Trinité. Voilà les rôlistes. Ce sera tout sur le livre de base de Trinité et le livret qui accompagne l'écran. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à me laisser un pouce bleu et un commentaire, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et dans l'intervalle, jouez bien!